Je m'appelle Magali Girard, je suis la directrice générale du Centre interuniversitaire québécois de statistique sociale, le CICS, et puis ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour un autre midi webinaire. Aujourd'hui, on accueille le professeur Xavier Saint-Denis, qui est professeur à l'université, à l'INRS, pardon, puis qui est aussi chercheur, utilisateur des données du CICS. Et il a aussi offert, organisé et donné la première école d'été sur l'utilisation de données administratives à des fins de recherche là, qui a eu lieu en juin cet été et qui est déjà en train de préparer l'édition 2024 de cette école d'été, ou plutôt un bootcamp, là, comme on l'appelle. Donc, c'est ça, je ne parlerai pas très, très longtemps, juste pour vous mentionner que, comme d'habitude, ce midi webinaire est enregistré et il sera rendu disponible bientôt sur notre chaîne YouTube. Puis, je vous invite à utiliser là, la section questions-réponses, le Q&A ou le chat pour inscrire vos questions ou attendre à la fin de la présentation. Présentation qui devrait durer là, environ 30 minutes, puis on se garde toujours un petit 10 minutes à la fin là, pour échanger. Puis, si vous avez des questions là, pour Xavier. Puis, on va terminer comme d'habitude à 13 heures. Alors, je ferme ma caméra et je laisse la parole à Xavier. Puis, je te remercie, Xavier, de ta présence aujourd'hui. Merci beaucoup, Magali. Bonjour tout le monde, merci d'être là et aussi merci à l'équipe du SIX là, pour avoir aidé à l'organisation de ce webinaire. Donc, comme Magali le disait, je suis Xavier Saint-Denis, je suis professeur adjoint à l'Institut national de la recherche scientifique. Aujourd'hui, je vais partager mon écran et lancer la présentation. Aujourd'hui, je vous propose un survol relativement bref de ce que j'appelle le potentiel des données administratives et couplées pour la recherche en sciences sociales. Je pars de ma perspective de chercheur en sciences sociales. Donc, je suis formé en sociologie et je travaille principalement en démographie et en études des populations. Sur la base de différentes expériences, je veux partager avec vous un peu qu'est-ce qu'il est possible d'accomplir en termes de recherche et d'analyse avec différentes données administratives, principalement celles qui sont rendues disponibles par Statistique Canada, puisque ce sont les données auxquelles les chercheurs et chercheuses universitaires ou de différents milieux de pratique ont accès principalement en ce moment au Canada, bien qu'il y ait des initiatives majeures au niveau provincial, y compris au Québec, pour rendre disponible un plus grand nombre de données administratives aujourd'hui et dans le futur. OK. Donc, je vais commencer par un petit exemple de quoi on parle quand on parle d'utilisation de données administratives en sciences sociales. Donc, je vais partir d'une étude d'un chercheur qui s'appelle Raj Shetty, basé à Harvard, qui a publié un article scientifique qui posait la question: où est la land of opportunity? Quels sont les lieux ou les géographies où on a le plus d'opportunités de mobilité sociale ascendante aux États-Unis? C'est une grande question. Il y a beaucoup de chercheurs, chercheuses qui sont intéressés aux enjeux de mobilité sociale. Mais Raj Shetty a abordé la question d'une façon particulière, puisqu'il a obtenu un accès à des données fiscales, donc de l'Agence du revenu américaine, ce qui lui a permis d'accéder à un immense échantillon de personnes qui avaient déjà produit une déclaration d'impôt et d'identifier non seulement leur niveau de revenu, mais à travers différents couplages, d'identifier le revenu des parents de ces individus-là. Puisqu'il avait un immense échantillon avec toute une série de variables qui lui permettent de documenter le revenu des individus, le revenu de leurs parents, mais aussi leur lieu de résidence lorsqu'ils étaient à l'adolescence, Raj Shetty et son équipe ont été en mesure de produire des analyses qu'on peut représenter, par exemple, avec cette carte-là qu'on voit ici, qui montre le pourcentage de personnes dans chacun des comtés ou des zones géographiques qu'on voit qui sont représentées ici à un niveau très détaillé. Donc, la proportion de personnes qui sont passées de la tranche des 20 % les plus pauvres lorsqu'ils étaient enfants à la tranche des 20 % les plus riches une fois qu'ils sont devenus adultes. Et donc, cette étude-là, c'est une étude de la géographie des opportunités aux États-Unis. Et ça demande d'avoir accès à tout
toute une série de données qui sont rarement disponibles à travers, par exemple, le recensement ou des enquêtes traditionnelles, notamment à cause du caractère longitudinal, de la taille des échantillons, du type d'information qui est fournie. Et donc, c'est juste un petit exemple pour un peu lancer la présentation. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur le contexte canadien. Et donc, l'objectif de la présentation et les trois grands éléments que je vais aborder, ça va être quelles sont les principales caractéristiques et les principaux avantages des données administratives en contexte canadien en particulier. Après ça, je vais faire un bref survol des données administratives canadiennes les plus utilisées avec quelques exemples d'applications, de manière d'utiliser ces données-là. Et je vais conclure en couvrant brièvement certaines limites et certaines opportunités de développement de sources de données administratives pour offrir un regard un peu plus tourné vers l'avenir des données administratives dans un contexte canadien, puis en particulier, qu'est-ce qui pourrait être fait dans un contexte québécois finalement. OK. Donc, premièrement, c'est important de définir ce que sont des données administratives. C'est quoi un peu le contexte canadien en termes de données administratives? Donc, d'abord, on peut définir des données administratives comme des données qui sont numériques, donc en général qui se présentent sous forme pas de papier, mais plus numérique, et qui sont trouvées. On dit trouvées entre guillemets dans le sens qu'elles sont traitées pour un usage secondaire plutôt que collectées. Donc, c'est des données qui sont préexistantes, en général qui sont produites ou déposées dans un organisme public, parapublic, parfois des entreprises privées, et qui sont utilisées pour des fins administratives, donc pour des fins autres que la recherche, mais qui sont ensuite rendues disponibles aux chercheurs et aux chercheuses pour un usage secondaire. Donc, on ne parle pas d'une enquête ou d'un sondage ou d'un recensement où les données sont collectées principalement pour être ensuite utilisées à des fins de recherche. Donc, l'utilisation des données administratives à des fins de recherche, c'est un usage secondaire. Donc, ça pose toute une série d'enjeux où il y a toute une série d'enjeux avec les données administratives que je vais mentionner assez rapidement, mais que je ne vais pas aborder dans ma présentation pour différentes raisons. Donc, en contexte canadien, mais ce que ça veut dire quand on travaille avec des données trouvées ou des données dont l'usage secondaire est la recherche, mais c'est qu'on a besoin d'une interface entre les chercheurs et les dépositaires ou producteurs des données. Puis, dans un contexte canadien, c'est assuré par les organismes statistiques fédéraux comme Statistique Canada et provinciaux qui assurent l'interface dans une grande mesure avec les différents ministères, les différents organismes dépositaires ou producteurs des données. Puis, en particulier dans le cas du Québec, il y a aussi le CIX et au Canada, le Réseau canadien des centres de données de recherche qui facilite ce lien-là entre les dépositaires et les chercheurs, en particulier en termes d'accès. Il y a aussi, évidemment, qu'on utilise des données sur des, disons, sujets humains à des fins de recherche, toute une série d'enjeux liés à l'éthique en recherche, au consentement des individus qui sont observés dans les données. Et donc, on a des cadres légaux robustes qui ont été développés au niveau provincial et fédéral pour encadrer ces enjeux-là d'accès aux données ou de contrôle d'accès aux données qui peuvent être assez détaillés. Bon, donc, maintenant, je vais passer à la première diapo avec plus par rapport au contenu prévu de la présentation. Il y a beaucoup de contenu, mais c'est pas. Donc, ce que je vais faire ici, c'est très brièvement passer en survol les principales sources de données administratives au Canada. Puis je vais parler de certaines de ces sources de données-là plus en détail à travers ma présentation. OK, donc historiquement, on comptait, les données administratives incluaient, puis c'est des sources de données qui existent depuis un bon moment, les données de l'état civil et des données de paroisse, par exemple, les données sur les enregistrements de naissance, les enregistrements des décès, sur les mariages, qui ont été des sources de données démographiques là, souvent utilisées pour faire des projections de population, etc. Mais plus récemment, c'est vraiment le type de données administratives dont je vais parler aujourd'hui, les chercheurs ont obtenu l'accès par l'entremise du CIX, par exemple, à des données fiscales, donc des données sur le revenu personnel des individus, ou même, dans certains cas, mais je ne vais pas en parler trop aujourd'hui, des données d'entreprise qui viennent des déclarations fiscales et des feuillets fiscaux des entreprises. Et donc, par exemple, on a une base de données maintenue par Statistique Canada qui s'appelle le T1FF ou le fichier des familles T1 qui correspond ou qui inclut beaucoup d'informations qui est collectée à travers les déclarations fiscales
des individus et toute une série de fichiers dérivés qui sont rendus disponibles aux chercheurs à partir de cette base de données-là et d'autres relevés fiscaux complémentaires. Au-delà des sources de données fiscales, on a aussi toute une série de données administratives qui viennent de programmes ou d'autres, de différents types de données ministérielles. Donc, on a différents thèmes. En matière d'immigration, on a la BDIM, dont je vais parler un peu aujourd'hui. En matière d'éducation, on a aussi toute une série de données administratives, tant au niveau fédéral pour l'éducation postsecondaire que provinciale, comme au Québec, les données sur l'éducation primaire, secondaire et postsecondaire. On a des données sur la santé et les services sociaux. C'est un peu mon domaine, donc je ne couvrirai pas ces sources de données-là en détail, mais on a des grandes bases de données au niveau fédéral et provincial à ce niveau-là. Et des données un peu plus spécifiques sur différents programmes de soutien aux revenus. Donc, on a une base de données sur les prestataires d'assurance emploi, sur les pensions et sur d'autres types de programmes, ainsi que des données qui peuvent provenir du système judiciaire. Donc, on voit que ça touche toute une série de différents thèmes, mais ce sont toutes des données qui viennent de différents types de programmes gouvernementaux et qui ne sont pas nécessairement intégrées entre elles. Et donc, un aspect assez important des données administratives, c'est le couplage entre différentes sources de données. Donc, puis je vais en dire un peu plus là-dessus dans un instant, mais on peut effectuer on peut intégrer différentes sources de données ensemble à travers des couplages. Par exemple, on peut complémenter l'information qui est disponible dans des enquêtes ou dans le recensement avec des données administratives. On peut intégrer différents types de données administratives ensemble, par exemple les données fiscales avec les données de l'immigration qui ont donné lieu à la BDIM, BDIM. Et donc, j'ai mis ici des liens pour vous donner un peu une idée du type de couplage qui peuvent être utilisés en recherche. Le site de Statistique Canada liste les couplages qui ont été approuvés par un comité interne entre différentes sources de données administratives et d'enquête. Et finalement, je vous mets aussi le lien vers la page de Statistique Canada qui liste l'ensemble des données administratives qui peuvent être accédées pour lesquelles les chercheurs ou chercheuses peuvent demander accès. Donc, c'est le dernier lien ici en bas. OK. Donc, quelques éléments de base rapidement. Comme je l'ai dit, les données administratives, il s'agit de données numériques trouvées qui existent chez le dépositaire. Donc, ici, je vais mentionner les caractéristiques, une série d'avantages qui y sont associés et faire une comparaison pour voir dans quelle mesure ces avantages-là sont distincts ou sont spécifiques aux données administratives. Donc, en disant ici A pour données administratives, R pour le recensement et E pour des enquêtes traditionnelles. Donc, un plus, ça veut dire que l'avantage est présent. Un plus moins, ça veut dire qu'il est des fois présent, des fois il ne l'est pas. Puis, un négatif ou un point d'interrogation, c'est que c'est non ou c'est moins clair. Et donc, quand on travaille avec des données numériques trouvées, on a certains avantages. D'abord, ça ne dépend pas de la participation de répondants. Donc, on a moins d'enjeux de sous-dénombrement qui est dû à la non-réponse. Puis, on a peu d'attrition lorsque on travaille avec des fichiers longitudinaux. Et tout ça fait en sorte que le coût de production et de maintien de ces données est beaucoup moindre que la collecte de données équivalentes à travers un recensement ou des enquêtes. Donc, j'ai mis une petite étoile, un petit disclaimer. Il y a moins de risque de sous-dénombrement dû à la non-réponse, mais ça ne veut pas dire nécessairement que la couverture des données administratives elle est parfaite pour plein de raisons que je vais mentionner, mais ça dépend. Par exemple, si on travaille avec des données fiscales, évidemment, les gens qui ne remplissent pas de déclaration fiscale ne sont pas inclus dans les données. Et donc, il faut toujours être conscient qu'on n'a pas nécessairement 100% de la population dans les données administratives. Un autre avantage, c'est que ce sont des données qui sont produites en général suivant une fréquence régulière. Donc, souvent annuelle, même si parfois on parle de données administratives comme données à haute vélocité, ça veut dire qui sont produites à haute fréquence, souvent en fréquence annuelle, c'est plus régulier que beaucoup d'enquêtes thématiques, comme par exemple l'enquête sociale générale qui aborde certains thèmes à intervalles réguliers, mais qui sont séparés de quelques années, ou le recensement qui se déroule à chaque 5 ans. Et donc, ça permet d'analyser des phénomènes contemporains ou des nouvelles priorités qui émergent avec des données récentes. Évidemment, il y a toujours un délai de production. Donc, par exemple, pour les données fiscales, aujourd'hui, on a accès aux données de 2020. Donc, on commence, même chose pour les données d'éducation. Donc, on commence à être capable d'analyser les effets de la COVID, par exemple, sur les trajectoires de revenus ou les parcours éducatifs. Donc, il y a un certain délai, mais avec une fréquence régulière annuelle, ça nous permet quand même de faire des analyses de tendance puis de produire des analyses qui sont relativement à jour.
Euh, Ensuite, on a un volume élevé d'informations, d'observations. Donc, on a des données qui sont essentiellement des données massives, du big data, qui permettent une inférence statistique plus précise parce qu'on a un plus grand échantillon, mais aussi qui nous fournissent des données sur des sous-échantillons qui sont parfois mal représentés dans des enquêtes ou qui sont représentés dans le recensement à chaque 5 ans. Mais entre les recensements, on n'a pas beaucoup d'informations. Donc, certaines minorités comme minorités racisées, minorités de genre ou minorités sexuelles, etc. Et aussi de l'information sur des petites unités géographiques, encore une fois, à fréquence régulière. Parfois, les petites unités géographiques, on n'a pas assez d'observations dans des enquêtes qui ont des petits échantillons pour produire des données qui sont à jour, qui sont pertinentes. Ensuite, il s'agit de mesures qui proviennent d'enregistrements. Donc, ce n'est pas nécessairement des réponses auto-rapportées. Donc, c'est des données qui sont générées par des processus administratifs, ce qui fait en sorte qu'on peut s'attendre dans plusieurs cas à avoir un haut degré de précision et un risque d'erreur un peu plus faible dans les données qui sont rapportées. Qui sont incluses dans les différentes variables. Par exemple, on peut penser aux données sur le revenu. Quand un répondant, si vous pensez juste à un sondage qui pourrait être mené par téléphone, puis on demande à quelqu'un quel est votre revenu annuel, il peut avoir une certaine erreur. La personne ne se rappelle pas nécessairement exactement le montant, peut oublier une source de revenu, pourrait seulement se concentrer sur ses revenus d'emploi, oublier de mettre des gains en capitaux parce qu'ils n'ont pas nécessairement ça en tête. Alors que quand on utilise des données administratives de source fiscale, on a vraiment ce qui a été déclaré dans la déclaration de revenus. Et donc, évidemment, des fois, il y a des individus qui ne font pas de déclaration, il y a l'économie informelle, etc. Mais dans une grande mesure, ça nous permet de vraiment capturer avec précision le niveau de revenus et les sources de revenus gagnés par les individus. On a aussi une certaine uniformité d'une période à l'autre. Les processus administratifs ne changent pas nécessairement à travers le temps. Donc, on peut avoir la même variable qui réapparaît année après année. Alors que si, par exemple, on a une enquête qui est menée ponctuellement, puis ensuite une autre enquête un peu sur le même thème, mais qui n'est pas exactement structurée de la même manière, ou un questionnaire qui a des petites différences, on peut avoir plus d'enjeux de comparabilité entre les données, entre les différentes sources de données. Finalement, un élément extrêmement important, les données administratives incluent en général des identifiants personnels uniques ou une information équivalente, donc un numéro en général anonyme, mais qui permet des analyses longitudinales, combiné avec le fait qu'on a de l'information précise à haute fréquence et qu'on a un volume d'observation élevé, que c'est peu coûteux relativement à des enquêtes équivalentes à collecter. Ça nous fait vraiment ça fait en sorte qu'on est devant des grandes bases de données qui fournissent beaucoup d'informations et qui permettent de faire le suivi d'individus à travers le temps, par exemple, donc pour étudier des dynamiques temporelles comme les trajectoires éducatives, les trajectoires de revenus, les trajectoires post-migratoires, etc. Ça permet également de faire des couplages entre des sources de données, puis ça, je vais en dire un peu plus dans quelques instants. OK. Maintenant, je vais me concentrer davantage sur une des sources de données administratives les plus largement utilisées, puis pour lesquelles qui fournissent qui fournissent un très grand éventail d'informations, qui sont les données fiscales. Les données fiscales au Canada, en général, proviennent, comme je l'ai dit, de la base de données des fichiers famille T1, mais ce fichier-là est rarement directement accessible aux chercheurs. Donc, on a les données administratives longitudinales, la DAL, qui est une des sources de données qui nous permet d'accéder de manière à un extrait des données du T1FF, mais les données fiscales sont aussi disponibles à travers des extraits du T1FF par le biais de couplage ou autres dont je vais parler un peu. Les grands éléments qui sont présents dans ces données-là, on a en général un identifiant personnel unique. On a des variables sociodémographiques de base. C'est vraiment important de souligner que c'est des informations de base, donc l'âge et le sexe. On a des informations évidemment détaillées sur le revenu, sur la structure familiale, sur le lieu de résidence et certaines informations qui sont complétées avec d'autres sources de données d'enquête ou administratives. Donc, je vais couvrir chacun des 3 éléments principaux, le revenu, famille, lieu de résidence, pour donner un peu plus de détails puis vous donner une idée qu'est-ce qu'on peut faire avec ces sources d'informations-là. Pour le revenu, on parle de revenus personnels rapportés dans le formulaire de déclaration T1 et dans les revenus fiscaux qui sont associés à ça, donc les T4 par exemple. L'information en général est agrégée au niveau annuel, ce qui est une des limites, là, mais donc on n'a pas par exemple le salaire hebdomadaire ou la paie des individus, le taux horaire, par exemple.
On a un niveau d'analyse individuel, mais on a aussi un niveau d'analyse familiale. Donc, on peut avoir le revenu individuel et le revenu des familles. Je vais en dire un petit peu plus sur exactement qu'est-ce que ça veut dire. On a différentes sources de revenus. Donc, on peut désagréger en fonction de si on est intéressé aux revenus d'emploi uniquement, y compris les revenus de T4, les revenus de travail autonome pour bourse et commission, etc. Donc, tout ce qui est dans les rapports d'impôt. Les revenus de marché qui sont autres que les revenus d'emploi, comme les revenus investissement, dividendes, gains capital, et l'information sur l'imposition, donc les taxes qui sont payées, les transferts gouvernementaux de toutes sortes au niveau de familial, pension, aide sociale, la PCU plus récemment. Tout ça nous fournit des informations détaillées sur le revenu, mais nous permet aussi d'identifier de manière indirecte d'autres choses. Par exemple, on peut, dépendant de différentes sources de revenus qui sont gagnées, on peut identifier si, par exemple, un individu aurait des enjeux de santé qui mènent à demander, par exemple, un crédit d'impôt associé à la santé ou qui reçoit des prestations pour handicap, par exemple. Je voudrais vous pousser à réfléchir aussi, on n'a pas, par exemple, de mesure dans les données fiscales de si quelqu'un est au chômage ou non. Mais les chercheurs sont capables d'inférer de manière indirecte si quelqu'un pourrait être au chômage. Donc, je vous demanderais de réfléchir pendant peut-être 15-30 secondes, puis si vous avez une idée, de la mettre dans le chat. Comment, sur la base du peu d'informations que je vous ai transmis, comment est-ce que vous identifieriez, par exemple, les chômeurs dans les données fiscales? Quelle stratégie est-ce que vous pensez qui pourrait être intéressante? Donc, si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas à la mettre dans le chat, puis on va en discuter rapidement après. En sachant que dans les données fiscales, on ne pose pas la question, par exemple, aviez-vous un emploi ou non, directement. Donc, on ne peut pas savoir si quelqu'un est au chômage. Donc, je vois une réponse. Si j'en ai une deuxième, je vais laisser la chance. Oui, OK. Donc, j'ai deux réponses ici. La première par des transferts gouvernementaux, donc, et la deuxième, on connaît le pourcentage du salaire attribué par le chômage, donc revenu de chômage. Et donc, dans les déclarations fiscales, on peut savoir, par exemple, premièrement, si quelqu'un a reçu, par exemple, de l'aide sociale ou quelqu'un reçoit de l'assurance chômage. Et donc, c'est une source de revenus qui nous donne l'information sur le statut d'une personne. Donc, quelqu'un qui reçoit de l'assurance chômage est probablement au chômage. On sait par exemple que ce n'est pas tous les chômeurs qui reçoivent de l'assurance chômage. Il y a en fait une grande partie des chômeurs qui n'en reçoivent pas. Donc, une autre méthode indirecte, c'est de se dire, mais si quelqu'un obtenait un revenu d'emploi à une année donnée, puis l'année suivante, on observe que la personne n'a plus de revenu d'emploi ou vit un déclin important de son revenu d'emploi. On peut assumer que peut-être que la personne a perdu son emploi ou a passé une certaine partie de l'année sans travailler. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas directement identifier les chômeurs, c'est-à-dire des gens qui se cherchent un emploi, mais on peut identifier de façon un peu plus large les gens qui n'ont pas d'emploi ou ont travaillé moins qu'ils travailleraient d'habitude. Et donc, c'est une identification indirecte parce qu'on ne sait pas c'est quoi le nombre d'heures travaillées dans les données fiscales ou on ne sait pas c'est quoi le nombre de semaines travaillées dans l'année. Donc, on ne sait pas si c'est 0, 10 ou 52 semaines, mais on peut faire des inférences de façon indirecte. Puis toute cette approche-là d'inférence peut nous aider à complémenter des informations sur le revenu qui sont des mesures directes du revenu qui sont disponibles dans les déclarations fiscales. OK. Et donc, c'est juste un exemple, si on regarde les feuillets fiscaux ici, de toutes les sources différentes de revenus qu'on peut aller chercher. Et finalement, dans une déclaration fiscale, on a une mesure du revenu total qui apparaît à la fin. Et dans les données de Statistique Canada, bien, ça correspond à une variable, donc une variable du revenu total qui est inclue dans les bases de données fiscales de Statistique Canada. On a aussi, par exemple, des sources de données spécifiques, comme en 2020, on a eu les montants reçus donc les montants de la PCU qui ont été reçus par les déclarants fiscaux. Donc, on peut faire une étude de la contribution de la PCU à la réduction de la pauvreté durant la COVID ou d'autres types d'analyses de ce genre-là plus récentes.
Et donc, en général, ces données-là fiscales, puisqu'elles sont longitudinales, sont souvent utilisées pour étudier les trajectoires de revenus, y compris les trajectoires de revenus de sous-populations qui peuvent être identifiées à travers différents couplages, ou de petites populations comme les minorités sexuelles, donc les personnes qui ont déjà formé des couples de même sexe, qui souvent représentent un échantillon très faible des données d'enquête. Et donc, on a beaucoup plus gros échantillons avec les données fiscales, ce qui nous permet d'en dire un petit peu plus. Ensuite, l'information sur la famille qui peut être disponible dans les données fiscales. Donc, évidemment, quand vous remplissez votre rapport d'impôt, vous donnez votre nom de famille, quelques informations là, sur votre lieu de résidence, mais vous déclarez aussi votre état civil et le prénom et le numéro d'assurance sociale de votre conjoint ou votre conjointe si vous en avez une, ou un ou une conjointe. Donc, à la fois personnes mariées ou personnes qui sont conjointes faits. Ce que ça nous permet de faire, c'est d'aller identifier non seulement des individus, mais des familles dans les données fiscales. Donc, Statistique Canada dérive un identifiant, en plus de l'identifiant individuel attribué à chaque individu. À chaque année, dans les données fiscales, on a accès à un identifiant familial. Puis, toutes les personnes qui partagent le même identifiant familial sont considérées comme étant dans la même famille lors de cette année-là. Ensuite, on a l'information sur qui est le conjoint ou la conjointe pour produire des analyses au niveau familial. Puis, Statistique Canada dérive aussi des variables sur la structure de la famille. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une famille qui est un couple avec ou sans enfants, une personne seule, une famille monoparentale? On a le statut de l'individu dans la famille. Donc, est-ce qu'un déclarant en particulier est un conjoint ou une conjointe dans une famille, ou est-ce que c'est un enfant, ou est-ce que c'est une personne seule? On a aussi le statut matrimonial auto-rapporté, qui n'est pas nécessairement une mesure parfaite, là, par exemple, en particulier pour les personnes séparées ou divorcées qui ne rapportent pas toujours qu'ils sont séparés ou divorcés. Des fois, ils se déclarent célibataires, en particulier chez les jeunes, dans les déclarations fiscales. Et le nombre d'enfants, ainsi que toute une série d'informations sur les enfants qui proviennent, qui ne sont pas nécessairement des enfants qui déclarent toujours des impôts, mais qui proviennent de relevés complémentaires. Donc, il y a toute une méthode ici là, que j'ai mise sur la diapo, mais qui est disponible aussi dans la documentation de Statistique Canada, sur laquelle je ne vais pas m'étendre. Quel type de famille est-ce qu'on mesure vraiment dans les données fiscales ou quel type de famille est-ce qu'on peut vraiment identifier? Ce sont des familles qui correspondent au concept de famille de recensement de Statistique Canada. Une famille de recensement, au sens de Statistique Canada, donc pour former une famille de recensement, il faut être soit un couple ou l'enfant d'un couple. Ou bien être une personne qui vit seule. Donc, ça inclut les types de familles que j'ai déjà mentionnés. Donc, des couples avec ou sans enfants, des personnes seules et des familles monoparentales. Les autres, et donc il y a d'autres types de ménages, donc des personnes qui vont habiter, par exemple, avec leurs grands-parents, avec d'autres membres de la famille, avec des colocataires. Ces liens-là résidentiels, qui ne sont pas des liens familiaux au niveau de la famille de recensement, on ne peut pas les capturer dans les données fiscales. Donc, voilà un peu les différents statuts là, qui peuvent être inclus dans la variable sur le statut d'un individu au sein de la famille dans les données fiscales. Donc, un déclarant marié en union libre, un enfant déclarant, un enfant non déclarant, un adulte qui est un parent seul ou une personne déclarante qui n'a pas de membre de sa famille de recensement, donc célibataire sans enfant. On a aussi une variable depuis 2000 qui identifie les couples de même sexe. Et donc, comme j'ai dit, on n'inclut pas les colocataires, on n'inclut pas les parents, grands-parents, on n'inclut pas les grands-parents, les frères et les sœurs, s'ils habitent avec un individu, mais qui forment une famille de recensement différente. Par exemple, on peut faire une identification indirecte de certains membres de la famille. Et donc, je vais vous donner un exemple. Ça va être l'avant-dernier élément sur lequel je vais passer avant de passer à la conclusion. Donc, disons que dans les données fiscales, on a une personne focale qui nous intéresse. C'est une personne qui fait partie d'un sous-échantillon qui nous intéresse. Donc, des gens nés dans une certaine cohorte de naissance qui remplissent certains critères. On a l'année d'observation la plus récente. Donc, on est intéressé, par exemple, au niveau de revenu des individus en 2020. Mais on sait que les données fiscales sont des données longitudinales. Donc, on observe la personne à travers toute une série d'années, peut-être des années 90 jusqu'à 2020. Et donc, il est possible qu'en 2020, la personne soit célibataire, n'ait pas de conjoint ou conjointe et n'ait pas de membre de sa famille de recensement durant cette année-là. Par contre, si on remonte dans le temps,
on pourrait aller observer des personnes qui ont déjà été dans la même famille que la personne focale. Donc, mettons qu'on remontait 5 ans avant 2020, on pourrait observer un moment où la personne focale formait une famille avec un conjoint ou une conjointe. Donc, on identifierait ici l'ex-conjoint ou l'ex-conjointe de la personne qu'on observe en 2020. Et cette personne-là, si elle est encore en vie en 2020, on pourrait même observer son revenu au même moment en 2020, même si la relation familiale est identifiée 5 ans avant, par exemple. Et si on remonte encore plus loin dans le temps, au moment où la personne a commencé à déclarer ses impôts, peut-être à 15-16 ans, au moment de leur premier emploi, peut-être que cette personne-là a déclaré ses impôts alors qu'elle habitait avec son père et sa mère, donc former une famille avec son père et sa mère ensemble. Et donc, de manière indirecte, on est capable ici d'aller chercher le revenu des parents des individus lorsqu'ils étaient adolescents. Et on pourrait même aller chercher après ça le revenu des parents des individus quand la personne est un petit peu plus vieille pour voir si, quand on est rendu à un âge d'accession à la propriété, etc., le niveau de revenu des parents a une influence sur des décisions X ou Y. Et donc, ça, c'est la méthode, par exemple, que Raj Shetty, dont j'ai présenté l'étude au début de la présentation, a utilisée pour son étude de la mobilité sociale. Mais on peut faire des identifications indirectes encore plus complexes. Donc, on peut aller chercher, disons que le père et la mère, à un moment donné, ont formé une famille de recensement qui incluait la sœur de la personne focale. Même si la sœur de la personne focale et la personne focale n'ont jamais déclaré la même année, on peut quand même identifier la sœur de la personne focale à travers une double relation. On peut aussi aller identifier un grand-parent de la personne focale si, par exemple, le père lui-même a déclaré quand il avait 15 ans, lorsqu'il résidait avec son propre père ou sa propre mère, donc bien des années avant. Puis on peut aussi aller chercher, par exemple, le parent du conjoint ou de la conjointe, et donc on aurait une mesure de l'information sur les beaux-parents de la personne focale. Pour dresser des réseaux familiaux, ce qui nous permettrait d'étudier des dynamiques qui prennent en compte la diversité des structures familiales ou des structures familiales un peu plus complexes des réseaux familiaux, ce qui a été fait historiquement un peu plus avec des données de paroisse, donc des données du 17e, 18e, 19e siècle là, au Québec, des données en démographie historique, mais qui n'a pas encore été souvent fait avec les données fiscales. OK. Finalement, on a de l'information sur le lieu de résidence. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, simplement que cette information-là correspond aux géographies, à la classification, utilise les mêmes catégories que la classification géographique type de Statistique Canada. Donc, on peut utiliser ça pour aller complémenter les données fiscales avec des données géographiques du recensement, par exemple. OK. Finalement, au-delà des données fiscales, on a certaines données de programme qui sont aussi largement disponibles aux chercheurs ou aux chercheuses. Je veux juste mentionner deux grandes sources de données de programme. La première étant la PLEM, donc la plateforme longitudinale sur l'éducation et le marché du travail, qui permet d'étudier, au-delà d'étudier par exemple les inégalités d'accès à l'éducation ou l'éducation de manière relativement transversale, c'est une base de données qui nous permet d'étudier les parcours éducatifs et les trajectoires après diplomation, par exemple. Donc, c'est une base de données qui inclut des cohortes d'entrants au sein du système d'éducation postsecondaire depuis 2007 et qui sont couplées avec des données fiscales et d'autres données d'enquête, qui inclut également de l'information sur les programmes d'études, l'institution d'enseignement et autres, ce qui permet de mener des analyses sur les trajectoires des diplômés en fonction de l'institution d'où ils ont diplômé, leur niveau d'études, leur programme d'études, etc. On a également des données de la BDIM, donc la base de données sur l'immigration, base de données longitudinale sur l'immigration, qui combine de l'information du ministère de l'Immigration fédérale et des données fiscales. Donc, on a l'information sur toutes les cohortes d'immigrants qui sont arrivés depuis 1978, avec certaines informations complémentaires pour les immigrants qui sont arrivés à partir de 1952. Et donc, l'information sur le programme d'arrivée, donc immigrants économiques, réfugiés, etc. L'information sur leurs caractéristiques avant l'arrivée, comme leur niveau d'éducation, la profession qu'ils entendaient occuper une fois arrivés au Canada et leur pays d'origine. Et ensuite, c'est couplé avec les données fiscales, ce qui nous permet d'étudier, par exemple, les trajectoires de revenus ou même les trajectoires résidentielles des immigrants après l'arrivée.
Il s'agit de bases de données, de programmes qui sont couplés avec des données fiscales, par exemple. Et donc, il s'agit donc, c'est un bon exemple du grand potentiel des données administratives que j'ai mentionné au début, qui était que ce sont des données pour lesquelles il est possible de faire des couplages, c'est-à-dire intégrer différentes sources de données administratives entre elles. Juste à cause du temps, je ne vais pas passer trop de temps sur ce thème-là, mais juste mentionner qu'il y a différentes façons de faire des couplages. Donc, on peut avoir des couplages que j'appelle de correspondance, c'est-à-dire intégrer des sources de données qui sont disponibles dans différentes sources, mais pour la même année. Donc, avoir des échantillons avec plus d'informations au niveau transversal. Mais on peut aussi avoir des couplages rétrospectifs, c'est-à-dire, par exemple, un couplage entre une enquête, comme l'enquête sociale générale, et des données fiscales qui sont, par exemple, les données fiscales de tous les répondants à l'enquête sociale générale de 1982 jusqu'au moment où l'enquête sociale générale a été menée. Donc, ça c'est un produit qui est disponible. Mais ça peut aussi être des couplages prospectifs où on prend, par exemple, comme je l'ai mentionné, les cohortes d'immigrants qui arrivent à une année donnée et on les suit dans le futur à travers leur déclaration fiscale. Ça a été aussi utilisé pour prolonger l'information incluse dans des enquêtes longitudinales qui ont été discontinuées. Donc, par exemple, l'aile neige qui avait été discontinuée autour du milieu de la fin de la première décennie des années 2000 et qui a été couplée avec les données des données fiscales pour avoir de l'information plus récente sur les individus, même s'ils avaient arrêté de répondre. Il y a certaines limites importantes. Il manque certaines variables, notamment des variables socio-démographiques détaillées qu'on peut aller chercher plus avec des couplages, des variables sur l'épargne et la consommation, variables sur l'emploi, variables plus subjectives sur les aspirations, motivations, attitudes. Et il y a aussi certaines populations qui sont un peu moins bien couvertes. Puis ça dépend vraiment de leur interaction avec différentes institutions. Donc, s'il y a des populations au sein desquelles les déclarations, le taux de déclaration fiscale est plus faible, par exemple, ou moins d'interaction avec le système de santé, etc., mais on n'aura pas nécessairement une couverture aussi bonne qu'avec d'autres groupes. Mais ce n'est pas nécessairement un enjeu qui est spécifique aux données administratives parce qu'il y a aussi l'enjeu de non-réponse dans les données d'enquête qui mène un peu à cette même sous-couverture de certaines populations. Donc, pour se laisser un peu de temps pour les questions, je vais aller à la conclusion. Donc, rapidement, comme point de conclusion, ce que je voulais mentionner, c'est que une autre série de limites des données administratives, viennent aussi du fait que ce sont des données qui sont assez complexes à utiliser et de par la manière dont elles sont produites. Donc, ce n'est pas des données qui sont collectées à travers un questionnaire qui sont faites pour et par les chercheurs. Ce sont des données qui sont utilisées de manière secondaire après qu'une organisation les ait produites ou qu'il y a un dépositaire qui les ait collectées. Et donc, il y a une certaine courbe d'apprentissage qui est propre aux utilisateurs, que vont rencontrer les utilisateurs et utilisatrices de données administratives. Notamment parce que aussi c'est un type de données qui est disponible depuis peu de temps. Donc, on n'est pas dans une situation où il y a un grand nombre de chercheurs qui ont de l'expérience avec l'utilisation de ce type de données-là. Et donc, le développement de communautés de chercheurs, puis d'occasions de partage, soit formel ou informel, de connaissances parmi les utilisateurs et utilisatrices des données administratives, mais aussi des interactions entre les organismes dépositaires et les utilisateurs de données administratives est particulièrement important pour permettre plus d'innovation, d'efficacité ou de développement de compétences dans l'utilisation de données administratives. Et donc, je vais conclure en mentionnant que c'est pour cette raison-là que au SIX, à travers une collaboration avec le SIX, j'ai organisé l'an passé une école d'été qui va être réorganisée, qui va avoir lieu encore une fois cette année en 2024.
donc qui vise à permettre à tout chercheur ou chercheuse, soit universitaire ou dans des milieux de pratique, gouvernement, ONG, etc., de devenir un expert dans l'utilisation de données administratives. Donc, s'il y a différents éléments que vous avez vus qui vous ont intéressé, je vous invite à prendre connaissance de l'appel à candidature là, qui va être mis en ligne sur le site du SIX pour le bootcamp en analyse de données administratives qui va avoir lieu du 10 au 14 juin 2024, qui vise vraiment des utilisateurs qui ont déjà une certaine familiarité avec les méthodes quantitatives, mais qui voudraient travailler spécifiquement avec des données administratives. Donc, le bootcamp, c'est vraiment une école d'été qui se concentre sur l'aspect pratique de l'analyse des données administratives avec des cas d'études. On travaille avec des vraies données dans l'environnement sécurisé du SIX. Et donc, je serais heureux de répondre à des questions par rapport à au BADA par courriel pour celles et ceux qui seraient intéressés. Et donc, je vous laisse avec une photo des participants de la première cohorte du BADA l'année passée. Merci pour votre attention et je reste disponible pour toute question. Magali, je crois que tu es sur mute. Toujours le même problème. Merci Xavier pour la présentation. On a quand même quelques minutes pour répondre à des questions puis échanger. Donc, n'hésitez pas si vous voulez prendre la parole ou utiliser le chat ou le Q&A. Mes deux fenêtres sont ouvertes. Puis peut-être en attendant que les questions viennent, je voulais juste avoir peut-être une question pour toi, Xavier, là, sur les compétences particulières pour analyser des données administratives. Tu as beaucoup fait référence aux données fiscales, d'impôts. Puis je me dis, ben, j'imagine que ça prend des compétences de compréhension des programmes, des transferts fédéraux pour savoir qu'est-ce que les gens déclarent ou ont moins tendance à déclarer. J'imagine pour comprendre un petit peu quel genre de données qui vont. Puis au niveau des compétences techniques, c'est des grosses bases de données, j'imagine. Y a-t-il quelles compétences plus particulières je vois ton graphique pour essayer de comprendre les structures de famille à travers le temps. Donc, comment on organise tout ça en quelques mots? Bon, je suis sur mute, désolé. C'est une bonne question. Donc, il y a deux grands champs de compétences que je crois que des gens qui sont familiers avec les méthodes quantitatives vont devoir chercher à développer pour travailler spécifiquement avec des données administratives. Bien, la première, c'est des compétences en analyse de données longitudinales et données multiniveaux. Donc, comme vous avez vu, on suit des individus à travers le temps, mais aussi on est capable d'identifier des liens familiaux. Donc, on a un niveau individuel, un niveau famille. Donc, on travaille avec beaucoup de différents identifiants. Ça mène à des types d'analyses qui sont assez différents de ce qu'on peut faire quand on a seulement des données transversales du recensement. Ça, c'est la première catégorie de compétences que je pense qui est particulièrement importante à développer. Ça fait partie notamment de ce qui inclut le programme de l'école d'été. La deuxième catégorie j'appellerais plus ça des connaissances. C'est pour ça que j'insiste sur l'importance du lien entre les organismes qui sont dépositaires ou producteurs des données, ainsi que donc le lien entre ces organismes-là et les chercheurs. C'est que pour être en mesure d'innover, de développer des mesures indirectes à travers les données administratives, de proposer des nouveaux couplages, des nouvelles stratégies d'analyse, il faut, en tant que chercheur ou chercheuse, avoir une bonne connaissance du contenu des données. Puis, c'est un peu plus évident quand on parle de données fiscales parce que tout le monde remplit ses déclarations d'impôts puis on a un peu une meilleure idée de ce qui est là. Mais quand on s'en va dans des programmes un peu plus complexes comme les programmes d'immigration, les données sur la santé, les données d'entreprise, on a parfois, ou en éducation, on a parfois beaucoup de variables d'information dont on n'est pas sûr de ce qui est capturé par ces variables-là, quelle est la population couverte. Puis des fois, c'est là dans la documentation, mais des fois, à l'usage, on découvre certaines caractéristiques. Par exemple, quand on a fait dans mon équipe, on a fait une analyse des personnes qui sont dans des couples de même sexe dans les données fiscales. Puis on a réalisé qu'on n'était pas capable d'identifier une grande partie des couples de même sexe, notamment parce qu'ils ne déclaraient pas conjointement ou parce que le sexe n'était pas rapporté dans la déclaration fiscale et le sexe est imputé automatiquement comme le sexe opposé de la personne
quand on avait un conjoint ou une conjointe, donc c'est pas le sexe, on avait une imputation automatique comme sexe opposé, donc on faisait disparaître des couples de même sexe. Et donc, on a seulement découvert ça en creusant plus dans le processus de création des données. Voilà. Wow, oui, faut prévoir le temps aussi pour mieux comprendre sa base de données. Il y a une question ici. Est-il possible de détecter annuellement le nombre de nouveaux retraités dans les données fiscales ou autres sources? Euh, donc, ça, c'est le genre de question qui est difficile à répondre parce que j'ai jamais vraiment travaillé sur ces questions-là en particulier. La réponse est probablement oui, puis je vois quelqu'un qui Oui, c'est ça. peut-être mieux que moi qui dit oui. Puis on peut imaginer différentes manières de le faire, donc directement en allant dans les données administratives pour voir si les personnes reçoivent justement un revenu de pension. Si la personne reçoit des pensions, on peut avoir une mesure directe. Ensuite, on peut avoir des mesures, donc des gens qui sont, par exemple, euh, euh, retraités, mais qui ne reçoivent pas nécessairement du revenu de retraite pour différentes raisons. Ici, on ne saurait pas nécessairement directement s'ils sont à la retraite ou non, mais on pourrait l'inférer, par exemple. Ah, bon, Euh, puis la personne dit qu'elle l'a déjà fait. Donc, justement, la prise de la pension avec la date à laquelle la personne commence à recevoir sa pension. Ouais. c'est ça. Parfait. Oui, c'est ça, parfait. Bon, ben merci, Jonathan. Ouais, c'est ça. Juste pour conclure, parce qu'il est 13 heures, bon, juste un commentaire, je lis le chat en même temps que vous. Youssef répond non, le RRQ n'est pas lié à la retraite. Donc, c'est un peu ça N'est plus lié à la retraite. donc, c'est un peu ça la nature de ma réponse, c'est que euh, euh, on doit souvent faire des inférences avec les données administratives. Donc, bien connaître, ça c'est un bon exemple, bien connaître le fonctionnement des différents programmes qui finissent par être apportés dans les données pour lesquelles on a des informations dans les données fiscales. Donc, ça demande à la fois des compétences en analyse de données et des compétences des programmes pour être capable de savoir quand on voit quelque chose dans les données, qu'est-ce qu'on voit vraiment. Puis c'est là qu'il faut plus d'interaction avec, par exemple, les ministères, etc., ou une bonne connaissance des programmes qu'on étudie. Parce qu'on n'a pas une question subjective qui est est-ce que vous êtes à la retraite? Voilà. Merci beaucoup, Xavier. On va s'arrêter là. Il est 13 heures. Juste vous rappeler, dans le chat, Pascal a mis les liens pour s'inscrire au Bootcamp 2024. On vient d'ouvrir les inscriptions, les descriptions en français, descriptions en anglais. Puis, dans le cadre de ce bootcamp-là, Xavier utilise surtout le logiciel Stata comme logiciel d'analyse. Puis, on a, pour votre information, un cours d'introduction à Stata prévu en décembre. Il va y avoir un cours aussi avancé prévu là, en prévision de l'organisation du bootcamp là, en analyse de données administratives. Puis, on a aussi d'autres formations sur d'autres logiciels d'analyse statistique. Donc, n'hésitez pas à consulter notre site web pour ça. Merci beaucoup, Xavier. Merci, Pascal, pour l'organisation. Puis, je vous souhaite à tout le monde un bel après-midi. Au revoir tout le monde. Au revoir.